il faut rompre les derniers liens coloniaux dont les piliers sont les accords militaires de l'or, et on a tous les experts qu'il faut pour réaliser notre souveraineté. Donc tant qu'on n'a pas rompu cette chaîne de dépendance pour avoir une capacité de financement de notre économie, eh bien on restera toujours dépendant. Donc la bataille fondamentale, c'est la rupture des liens monétaires, des liens de défense et de sécurité, et aussi des accords de coopération qu'on a signés dans les secteurs clés de notre économie pour concéder l'ensemble de nos richesses à des multinationales. Voilà un peu la démarche et le combat que nous avons amené pour atteindre la souveraineté, pour atteindre le panafricanisme et mettre en œuvre tous les instruments de développement que le continent africain a pu produire à travers l'Union africaine et qui n'attendent que des décisions politiques soient prises pour leur mise en œuvre. Ces décisions politiques-là ne peuvent être prises que par des gouvernements souverains. Bien, Madame la Présidente de l'ACI, chers collègues, permets-moi de te rendre un hommage mérité. Merci. Parce que quand la vie d'une personne est consacrée à une cause et que pour cette cause, on se retrouve privé de son travail, puisque peut-être beaucoup ne le savent pas, vous êtes experte en environnement et votre expertise a été éprouvée non seulement au Bénin, sur divers projets ivoiriens, mais vous étiez pratiquement celle qu'on envoyait dans les pays les plus dangereux au point de vue environnemental. Et je savais pourquoi on vous envoyait là-bas, parce que vous étiez une combattante. Merci. Je me souviens de votre aventure sur un des chantiers du Congo à pleine brousse, sans route, où il n'y avait que des cours d'eau à traverser, avec des cailloux. Mais elle a vécu tout ça là pour faire les études d'impact environnemental sur un projet d'infrastructure routière au Congo. On a même fait tout non. Et ah oui, ils ont même fait tonneau en roulant. Et elle a vaincu beaucoup d'obstacles, aussi bien au Congo que dans plusieurs pays africains et aussi en Guinée, puisqu'elle a eu à travailler en Guinée, en Libéria et dans plusieurs pays. Ça veut dire que c'est une expertise avérée en matière d'études d'impact environnemental, et c'est cette expertise-là qu'on décide de sacrifier parce qu'elle a tout simplement une conviction idéologique. Et non seulement elle a accepté de faire le sacrifice en se faisant priver de son travail, mais avec plusieurs de ses collègues, je vois certains collègues qui sont ici, qui ont subi le même sort dans cette salle et qui ont tout sacrifié, y compris même souvent au prix de leur propre famille, se sont retrouvés en prison, malgré toutes les pressions, les menaces et les tentatives de corruption. Leur dignité a pris le pas sur les menaces, sur les pressions et sur les moyens de corruption d'une jeunesse qui veut prendre ses responsabilités et écrire une page importante de son histoire. Donc je vous demande de... Le thème qui m'a été consacré, à savoir la société civile dans la lutte panafricaniste. Ce thème recouvre deux grands sous-thèmes évidemment, à savoir la société civile et le panafricanisme. La société civile est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif non seulement de faire la sensibilisation, mais aussi de faire la médiation, mais aussi d'exercer des pressions sur le gouvernement, mais aussi d'être un arbitre
du jeu démocratique et un combattant pour les droits de l'homme et des peuples qui sont consacrés par notre Constitution, mais aussi par la Charte de l'ONU, qui engage tous les citoyens du monde. Et donc défendre ces grands thèmes qui traversent le monde, eh bien c'est aussi le rôle de la société civile. Donc c'est une organisation qui regroupe plusieurs sensibilités idéologiques et politiques, et leur trait commun, c'est leur statut et règlement intérieur et les missions que cette organisation se donne. Et donc ça, c'est leur trait commun, mais chacun est libre de ses opinions. Et c'est pour cela que vous retrouvez souvent la société civile à côté des hommes politiques, à côté des syndicats, à côté d'autres organisations de la société civile, mais aussi à côté souvent de toute structure non gouvernementale, mais aussi de toute structure qui se bat, et donc le combat rencontre les objectifs de l'ACI. Évidemment, souvent on va la taxer d'opposante lorsque ce qu'elle défend est un lobbying en réalité pour que la voix de la population soit entendue. On va la taxer de tous les noms, et quand l'opposition aussi la voit défendre des positions qui sont justes de la part du gouvernement, on va la taxer aussi de tous les noms. Mais c'est ça la société civile, c'est d'être un contre-pouvoir à l'intérieur des différents pouvoirs politiques et gouvernementaux. Et donc ça fait partie de la chaîne des contre-pouvoirs qui permettent d'instaurer la démocratie, une société démocratique dans un pays donné. On a vu leur irruption sur la scène politique dans des pays comme le Mali, comme le Sénégal, un peu partout en Afrique, et leur combat a traversé pratiquement tous les champs d'activité. Il y a aussi les organisations patronales qui constituent aussi des moyens de pression et des moyens qui appartiennent aussi à la société civile. Les syndicats aussi qui appartiennent à la société civile. Et les acteurs de la société civile qui peuvent se retrouver au premier rang du combat à l'intérieur même d'un gouvernement souvent. Et aussi souvent dans des institutions en tant que combattants indépendants pour défendre une cause dont ils croient et dont ils pensent que les institutions républicaines doivent intégrer ces causes-là. Donc leurs combats sont multiples. Dans le monde, Kémy Séba en est un exemple, mais en Côte d'Ivoire, on a vu il y a eu Constance, de Mme Blocro, bref, beaucoup de combattants de la société civile qui se sont illustrés et qui ont défendu des causes, notamment en matière de défense des droits de l'homme, en matière de défense des droits humains, et plusieurs organisations continuent de s'organiser, de se battre dans le cadre de la société civile. Donc la société civile a un rôle multiple, multidimensionnel et étendu dans toute l'organisation et dans toute la chaîne de la société, peut défendre toutes les causes qui permettent d'asseoir une organisation à travers ses statuts et règlements intérieurs. Donc vous avez des organisations patronales qui défendent leurs causes, vous avez des organisations dans le secteur de l'environnement, dans le secteur de la consommation, dans le secteur de l'électricité, dans plusieurs secteurs qui défendent aussi leurs causes. Et il y a des organisations qui sont transversales, telles que les organisations citoyennes qui s'attaquent à tous les problèmes qui touchent la citoyenneté, l'être humain dans sa généralité. Donc voilà un peu ce que c'est que la société civile. Et l'autre concept important, eh bien, c'est le panafricanisme. Le panafricanisme, je dirais, traduit cette volonté des peuples d'un continent à être des acteurs autonomes, souverains et qui s'auto-déterminent. Et donc ce mouvement panafricaniste, évidemment, est très ancien, parce que il est connu aujourd'hui scientifiquement que l'être humain, c'est-à-dire l'homme, est né en Afrique. Et c'est cet homme-là qui est né en Afrique. Pourquoi en Afrique?
Parce que c'est en Afrique qu'on trouve tout ce qui compose l'être humain. C'est le continent le plus riche de la planète où on trouve tous les éléments chimiques de l'univers et l'homme n'est rien d'autre qu'une synthèse de l'univers. Et donc c'est pour cela l'homme est né en Afrique et c'est à partir de l'Afrique que l'homme a commencé à se multiplier et à se déplacer librement dans l'espace africain et aussi librement dans le reste du monde. Avant, il n'y avait pas l'Asie, il n'y avait pas l'Europe, il n'y avait pas l'Amérique, il y avait la planète Terre. Et c'est les Africains qui ont été les premiers à coloniser toute la planète à partir de 750 000 ans. Ils ont gravité toute la planète Terre, tout le continent africain d'abord, jusqu'à atterrir en Amérique, où c'est l'homme noir qui a traversé toute cette époque-là et qui a permis d'engendrer les autres peuples. Et donc l'homo sapiens est d'origine africaine, même s'il est jaune, s'il est blanc, s'il est noir, s'il est coloré, eh bien l'homme est d'origine africaine parce que c'est ici qu'on trouve tous les éléments chimiques de l'univers pour fabriquer l'homme. C'est un élément important parce qu'avant il n'y avait pas de visa et donc les peuples circulaient d'est à l'ouest, du nord au sud, sans visa, ni police pour les arrêter. Et donc c'est ça la source même du panafricanisme. Et les premières civilisations, la toute première civilisation que le monde entier a connue et qui est devenue la référence de toutes les références est une civilisation africaine. Parce qu'on nous a fait croire que l'Égypte, à la limite, est hors du continent africain et que c'est habité par des non-africains. C'est-à-dire qu'on prend la géographie pour l'histoire. Ne confondons pas histoire et géographie. L'histoire, c'est l'histoire. C'est un continent qui était habité par des Noirs comme vous et moi et qui ont été les premiers à créer cette civilisation qui, jusqu'à aujourd'hui, étonne toute la planète entière. Mais c'est cette même civilisation-là qui a été, par cette liberté de mouvement, qui a été introduite dans tout l'espace africain, notamment au Mali, au Zimbabwe, au Congo, en Afrique du Sud, un peu partout. Et donc c'est cette même civilisation-là qui s'est développée et qui s'est répandue. C'est pour cela en Afrique, on constate toujours que en matière de tradition, toutes les traditions ont des similitudes. Et même lorsque vous allez au musée de l'Égypte, vous constaterez l'existence des sandales que portent nos chefs traditionnels encore. Vous verrez les chaises royales que nos chefs traditionnels occupent. Vous verrez les habits traditionnels et même les chapeaux traditionnels que nos chefs portent aujourd'hui. Ça veut dire que cette civilisation-là a traversé le monde entier. Et donc c'est cette même civilisation qui a aussi été exportée en Asie, qui a été exportée en Europe et qui a été exportée en Amérique. Et donc l'homme est né en Afrique, mais la civilisation aussi est née en Afrique. Et donc lorsque vous rentrez dans une culture européenne ou asiatique, lorsque vous traversez le temps jusqu'à être à l'origine de ces cultures-là, vous verrez toujours la trace des Africains dans leur histoire. Et même en Asie aujourd'hui, vous constaterez avec étonnement que tous ceux qu'on appelle dieux et qui sont dans les temples asiatiques sont de couleur noire. Ils vous donneront une autre explication, mais sachez que c'est la civilisation africaine qui a laissé des traces dans ces différents pays-là. C'est comme l'invention des mathématiques. J'ai souvent l'habitude de rappeler le théorème de Pythagore, qui aujourd'hui est appelé théorème de Pythagore et qui s'enseigne dans toutes les grandes écoles. Or, c'est un théorème qui a été inventé par les Africains, tout simplement parce que les Africains étaient les premiers scientifiques et techniciens du monde.
Et pour vous raconter cette histoire, c'est important de le savoir. Eh bien, c'est un Grec qui est parti se former en Égypte et qui s'appelle Pythagore. Et son maître, qui était un noir comme vous et moi, lui a demandé de mesurer la hauteur de la pyramide. Il a dit, maître, je suis incapable de monter sur cette pyramide-là, donc je ne peux pas mesurer la hauteur de la pyramide. Il dit, très bien. Bon, mesure-moi ma hauteur. Donc il a mesuré. Mesure mon nombre qui est projeté sur le sol. Il a mesuré. Et il a dit, quelle conclusion tu tires? Non, maître, votre ombre je dirais, est la moitié de votre hauteur, de votre taille. Il dit bien, mesurez l'ombre de la pyramide. Il mesure l'ombre de la pyramide, il dit, ben, multiplie par 2, il a multiplié par 2 et il a trouvé la hauteur. Émerveillé, il retourne chez lui et il rebaptise ce qu'il a appris auprès de son maître noir, le théorème de Pythagore. En son nom. En son nom. Et c'est là l'origine de toutes les usurpations du continent africain et de toute l'histoire de développement de l'Occident en expropriant le savoir et le savoir-faire africain, en transformant et en se l'attribuant, et ça nous est revenu comme des connaissances européennes. La civilisation égyptienne, les premières attaques contre cette civilisation sont venues des Asiatiques. Les peuples asiatiques qui faisaient du commerce avec l'Égypte, à un moment donné, ont décidé d'attaquer la civilisation égyptienne et de prendre possession de l'Égypte pour apprendre pourquoi ils sont si puissants, pourquoi ils sont si créateurs, pourquoi ils sont si inventeurs. Et donc, près de je crois que c'était en 1700 avant Jésus-Christ, puisque la civilisation égyptienne date de 3000 âges avant Jésus-Christ. Et donc ils sont venus, ils ont attaqué l'Égypte et puis ils ont pris possession de l'Égypte. Et ils ont appris auprès des Égyptiens, eh bien, tout leur savoir et leur savoir-faire pendant près d'un siècle. Pendant près de 100 ans, c'est eux qui géraient l'Égypte. Et après, évidemment, les Égyptiens se sont organisés et ils les ont chassés et ils sont retournés chez eux avec leur savoir et leur savoir-faire. Et c'est ça qui a permis de construire la civilisation asiatique. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque en 650 avant Jésus-Christ, les Perses ont attaqué aussi l'Égypte. Ils ont occupé l'Égypte. Et ils se sont appropriés du savoir et du savoir-faire égyptien. Ils ont été aussi chassés et ils sont retournés chez eux. Ça a inspiré tous les autres peuples, puisque quand on vient attaquer et qu'on occupe l'Égypte, quand on retourne chez soi, on devient savant, on devient inventeur, on devient développeur. Et cela a inspiré évidemment les Grecs, qui eux sont venus attaquer 300 ans avant Jésus-Christ l'Égypte, ont occupé l'Égypte et ont permis d'acquérir le savoir et le savoir-faire égyptien tout en adoptant leurs coutumes, leurs dieux, leurs sciences, leurs techniques et même leur religion. Et donc voilà comment les Grecs ont pu arracher à l'Afrique tout leur savoir et leur savoir-faire. Après les Grecs sont venus les Romains. Les Romains qui ont chassé, évidemment, les Grecs ont changé de stratégie. C'est-à-dire, parce que, tirant les leçons de ceux qui sont venus et qui ont été chassés, ils ont décidé non seulement d'occuper l'Afrique, d'éliminer tous les sachants africains et de piller toutes leurs œuvres pour envoyer en Europe. Ça a été un changement de tactique et de stratégie, ce qui a permis de décimer tous les sachants, les savants africains, de piller toutes les richesses, tous les papyrus, tout ce qu'on peut trouver, tous les objets d'art, que ce soit les papyrus, que ce soit les œuvres culturelles, les œuvres artistiques. Aujourd'hui, on réclame le retour de ces œuvres.
Mais il faut savoir que ça a été un pillage systématique et une élimination systématique de tous les sachants africains qui ont développé la civilisation égyptienne. Donc c'était un changement de tactique. Et lorsque les Romains sont partis, évidemment, les Français sont venus, ils ont adopté la même tactique, pillage, élimination physique, etc., etc. Et puis, pendant cette période-là, ils ont inventé ce qu'on peut appeler l'esclavage. En fait, l'esclavage était le résultat de tous les pillages et de l'élimination systématique de toute la civilisation et la destruction systématique de la civilisation africaine lorsqu'ils prenaient possession du continent africain. Et donc, pour justifier, je dirais, cette atrocité vis-à-vis des Africains, qui parfois se sont retrouvés par le commerce triangulaire en Amérique, mais pour les soumettre à une torture violente, pour qu'ils livrent leur savoir et leur savoir-faire, parce que sachez que c'est les Africains qui travaillaient dans les mines et dans les plantations américaines, et donc qui ont créé toute la fortune dont se glorifient les États-Unis aujourd'hui. Donc c'est à travers le commerce triangulaire que l'Afrique a commencé à décliner. Et les sachants, les ouvriers, ceux qui possédaient le savoir et le savoir-faire ont été réduits en esclavage. Et pour pouvoir justifier cette atrocité vis-à-vis des Africains, eh bien, il fallait inventer une théorie, qui est la théorie de l'inégalité des races, à savoir une classification des races où l'échiquier, disons, le haut du pavé était occupé par le blanc, qui était considéré comme l'être le plus intelligent, le plus inventif, le plus sachant, qui possède la science et la technique, volée en Afrique évidemment. Et en bas de l'échelle, il y avait le noir qui était considéré comme quelque part un sous-homme entre le chimpanzé et le babouin. Voilà comment la théorie de la hiérarchie des races a été théorisée par des scientifiques. L'un des fameux livres, ça a été de l'inégalité des races, qui a été écrit par un Français, qui a permis de justifier l'esclavage et aussi la colonisation. Donc voilà comment l'infériorisation et l'animalisation de ceux qui ont créé l'humanité, de ceux qui ont créé la civilisation, s'est produite dans l'histoire du temps. Et donc il y a eu une inversion de la trajectoire du continent africain. De créateurs de l'histoire, ils sont devenus esclaves. D'inventeurs, ils sont devenus des ouvriers, mais ont quand même continué à inventer. Donc voilà un peu l'histoire de l'humanité, et c'est contre ça que les Afro-Américains se sont levés. Ils ont été les premiers à se lever contre cette situation-là, surtout après la révolution haïtienne qui a vu le renversement de l'armée française en Haïti en 1804. Et c'est comme ça que la première conférence panafricaine a été convoquée en 1900 à Londres, où tous les Afro-Américains et quelques Africains se sont réunis pour réfléchir sur le combat à mener. Et le premier combat, c'était de combattre l'inégalité des races et instaurer l'égalité des races. Et donc, les premiers thèmes qui ont été développés, c'est sur l'égalité des races. Et donc, étant égaux, ça signifiait tout simplement qu'on avait droit à l'autodétermination, parce que nous ne sommes pas des animaux incapables de se gouverner, mais nous sommes des êtres humains capables de nous gouverner. Voilà comment l'indépendance pour la lutte contre l'apartheid a été engagée. La lutte pour les indépendances ont été engagées en Afrique, et donc de conférence panafricaine en conférence panafricaine, eh bien ça a quitté l'Europe, l'Amérique pour revenir sur le sol africain avec les Nkrumah, les Julius Nyerere, et c'est ce combat-là qui a permis d'avoir les premières indépendances sur l'ensemble du continent et les premières autonomies sur le continent, et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en Éthiopie pour créer l'organisation de l'unité africaine. L'organisation de l'unité africaine avait une première mission, c'est l'indépendance totale
et la lutte contre l'apartheid sur l'ensemble du continent. Et ça, il faut saluer nos chefs d'État qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir toutes les luttes de libération. Mais aussi, il faut saluer tous les partis progressistes à travers le monde, notamment en Europe, en France, le Parti communiste français, qui s'est engagé résolument pour la lutte pour les indépendances, sans oublier des grands pays comme la Russie, qui se sont placés du côté des combattants pour les indépendances, en solidarité avec tous les combattants de l'Afrique, sans oublier Cuba, sans oublier la Chine, bref, tous ces grands pays-là qui avaient acquis leur indépendance et leur souveraineté et qui voulaient aussi aider le continent africain à accéder à sa pleine indépendance. Donc voilà comment, par la volonté des chefs d'État africains et par la solidarité internationale, eh bien, l'Organisation de l'Unité africaine est venue à bout de l'apartheid, à bout de la colonisation. Ça, c'est un acquis de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est vrai, on critique beaucoup l'Union africaine, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des acquis. Maintenant, la plus grande bataille, ce n'était pas l'indépendance, parce que l'indépendance n'est que le début du combat pour la souveraineté. Eh bien, les chefs d'État africains ont décidé de se battre pour la souveraineté économique, la souveraineté sociale, la souveraineté scientifique et technique. Et donc, progressivement, on crée des instruments qui devaient engager l'Afrique sur le chemin de l'unité, c'est-à-dire sur le chemin du panafricanisme et sur le chemin du développement auto-centré et se passer des bailleurs de fonds classiques, la Banque mondiale, le Fonds monétaire et toutes les aides extérieures qui souvent ne sont là que pour aider ceux qui apportent l'aide et non pour aider le continent africain. C'est ainsi que sous la houlette du président libyen, eh bien, l'Organisation de l'Unité africaine est passée à l'Union africaine. Et aussi avec le soutien de Laurent Gbagbo qui a introduit Essi Amara comme le premier président de l'Union africaine, il y a eu la conception de la Banque centrale africaine qui devait avoir pour siège au Nigeria et qui a été adoptée par tous les chefs d'État africains. Il y a aussi le Fonds monétaire africain qui a été créé sur papier et qui devait avoir pour siège Yaoundé et qui a été aussi adopté par plusieurs chefs d'État africains, pas eux tous encore, vous comprendrez pourquoi. Il y a aussi la création de la banque d'investissement qui avait pour siège Tripoli et qui devait permettre de financer les grands projets d'infrastructure en Afrique sans forcément avoir recours à la Banque mondiale et sans avoir recours au Fonds monétaire international. Donc voilà tous ces instruments. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont produit l'agenda 2063. Cet agenda 2063 est un programme de gouvernement du continent pour aller vers les États-Unis d'Afrique. Et donc ça comportait plusieurs volets. Le volet politique, c'est la création des États-Unis d'Afrique. Un volet civil, la liberté de circulation avec un passeport unique qui permettait à tout Africain d'aller partout sur le continent africain, mais aussi la liberté de circulation des biens à travers la zone de libre-échange africaine qu'on appelle les CAF pour les experts, et aussi la liberté de mouvement des capitaux à travers tout le continent africain pour que les investisseurs et les hommes d'affaires se déplacent de pays en pays et investissent là où il y a des opportunités d'investissement, ainsi que les travailleurs, puisque avec un passeport unique, vous pouvez aller partout et exercer votre talent et votre savoir et votre savoir-faire sur l'ensemble du continent. Mais aussi avec le volet infrastructure, pour créer des chemins de fer disons, à travers tout le continent africain, des autoroutes, des télécommunications pour tout le continent africain, des pipelines pour l'énergie, le pétrole et le gaz à travers tout le continent africain, des chemins de fer, mais aussi tout ce qui est transport aérien, transport maritime
tous les modes de transport pour faire du continent africain un continent où on peut circuler librement, comme on le voit aux États-Unis, comme on le voit en Europe, comme on le voit en Chine, comme un peu partout. Donc ce programme-là a été conçu par les Africains pour le développement du continent africain. Et il est encore en œuvre. Mais parfois, comme la Banque centrale n'est pas encore opérationnelle, comme la Banque d'investissement n'est pas encore opérationnelle, et comme le Fonds monétaire africain n'est pas encore opérationnel, on ne voit pas les résultats sur le terrain. Et pourquoi on ne voit pas les résultats sur ce terrain? Parce que ces instruments ne sont pas encore mis en œuvre. Et pourquoi ces instruments ne sont pas encore mis en œuvre? Parce que même ceux qui adoptent n'ont pas souvent le courage de rompre leurs liens coloniaux avec l'ancienne puissance coloniale. Le cas le plus parlant, ça a été la création de la monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest. Cette monnaie unique était le début d'une dynamique panafricaine qui devait être la même chose dans plusieurs zones monétaires africaines, et à partir de la monnaie unique, l'Afrique créait une monnaie commune qui était gérée par la Banque centrale africaine. Malheureusement, vous l'avez constaté vous-même, dès que les chefs d'État ouest-africains avaient adopté l'écho et le chronogramme de mise en œuvre, eh bien, notre chef d'État, en collaboration avec le président français, ont mis en déroute ce projet-là en substituant à l'écho souverain un autre écho qui était tout simplement la transformation du franc CFA, le changement de nom du franc CFA. Et donc, ça fait échouer cet objectif-là. Et donc, vous voyez que les anciens liens coloniaux qui unissent encore certains pays africains avec leur ancienne puissance coloniale constituent des handicaps majeurs dans le processus de l'unité africaine, dans le processus de mise en œuvre des instruments d'émancipation économique du continent africain. Et donc le combat que nous avons à mener aujourd'hui, c'est amener tous les pays à rompre ces derniers liens et avoir sur la scène politique de véritables panafricanistes, tournés vers la souveraineté de nos différents États et orientés vers la construction des États-Unis d'Afrique, en commençant par construire les économies régionales et par une dynamique commune, construire en même temps les États-Unis d'Afrique. Et donc ces liens coloniaux-là, c'est quoi? Ce que j'ai l'habitude d'appeler le triangle de Bermude du sous-développement, c'est-à-dire vous pouvez imaginer n'importe quel projet, n'importe quel gouvernement, mais tant que ces liens-là existent, eh bien, ça rentre en fond de mer et ça disparaît. Et donc, il n'y a que des projets compatibles avec les intérêts occidentaux qui prospèrent, mais les projets incompatibles avec les intérêts occidentaux ne prospèrent pas. Ce triangle de Bermude-là a trois éléments clés. Premièrement, la monnaie, parce que plusieurs pays sont régis par des accords monétaires entre ce pays-là et l'ancienne puissance coloniale. La conséquence directe, c'est que la politique monétaire qui est conçue est une politique monétaire qui permet tout simplement aux investisseurs étrangers de rapatrier leurs richesses créées sur le continent africain en Europe en puisant dans les réserves de nos banques centrales. Ça permet aussi tout simplement aux opérateurs et de produits finis à importer sur le sol africain tout ce qu'ils produisent en Occident pour que ça soit payé à partir des réserves qu'on constitue par l'exportation de nos matières premières. Donc c'est un dispositif monétaire, des accords monétaires qui sont tournés vers l'unique et entière satisfaction des besoins des grandes entreprises internationales et qui permettent donc de maintenir une économie extravertie. C'est-à-dire nous ne produisons pas ce que nous consommons et nous ne consommons pas ce que nous produisons. Et donc cette économie extravertie est la cause fondamentale du sous-développement africain. Et lorsque vous voulez remettre en cause, comme le cas de la Côte d'Ivoire en 2000, lorsque
le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, quand vous voulez remettre en cause, eh bien vous avez en face une résistance qui commence par des pressions, par des tentatives de corruption. Et lorsque vous résistez à tout ça là, on vous génère des rebelles ou des djihadistes et on vous attaque directement. Et donc, évidemment, quand ils vous attaquent, ils disent que non, c'est des rebelles, c'est une affaire ivoiro-ivoirienne, ils n'ont rien à y voir. Mais qui achète les armes, qui finance ces rébellions? Eh bien, c'est là se trouve le secret des relations et des accords de coopération militaire entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales. Et donc, évidemment, lorsque vous n'avez aucun moyen de résistance face à une armée qui est aussi farouche que l'armée française ou l'armée américaine, eh bien, vous êtes défait et vous êtes remplacé par un gouvernement compatible avec les intérêts occidentaux. Donc, voilà comment les derniers liens coloniaux sont utilisés. La team, vous venez d'écouter ici le ministre et professeur Dr Don Melo, qui vient de nous délivrer un discours depuis le 18 mai. Depuis le 18 mai. Nous savons qu'il y a aussi une autre conférence qui a été faite le 25, mais que nous n'avons pas encore. Dès qu'elle sera à notre disposition, nous allons faire une petite vidéo dessus pour vous la montrer aussi. Mais déjà, on vous a donné celle-ci pour que vous puissiez déguster ça comme les petits bouts de pain. Vous savez que le ministre Awa Don Melo est le représentant des pays africains dans le BRICS. C'est lui qui parle en notre faveur là-bas. Et aujourd'hui, la vidéo qu'il a fait était spécialement pour parler du panafricanisme. Pour expliquer qu'après la colonisation, les combats qui doivent suivre pour la souveraineté et donner les détails. Il était accompagné par Pulchering Ngbale, mais aussi parler du rôle de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un véritable problème. Nos sociétés civiles ne font plus grand chose. Et quand bien même elles essaient, il y a très peu qui la suivent comme il se doit. Qui dirait ici que Pulchering Ngbale, par exemple, ne fait pas elle son job? Mais est-ce qu'elle est la seule de la société civile? Non. Non. Mais elle fait son job. Voilà pourquoi elle est arrêtée tout le temps. Voilà pourquoi elle est lancée à la maca tout le temps. Mais elle ressort toujours plus grande. Parce que son combat qu'elle menait juste, et même étant seule, elle continue à le mener. Ouattara a plus peur d'elle seule que même d'une certaine foule de personnes qui ne pourront absolument rien faire. Et pourtant, elle est déterminée. Et dans tous les combats. Elle n'a donc pas peur. Le docteur Awa Don Melo nous a expliqué ici dans la vidéo la nécessité aujourd'hui de se battre un peu comme Assimi Goïta, un peu comme Ibrahim Traoré, un peu comme Mamadi Doumbouya. Et même aujourd'hui au Sénégal, comme Ousmane Sonko le fait. Avec son ami Bachirou Diomaye Faye. La nécessité, même si pour le PPACI, les coups d'État ne sont pas une bonne chose, parce qu'il faut toujours prendre le pouvoir par la voie légale, pour donc être non seulement légal, mais aussi légitime. Sinon, même si vous avez la légitimité populaire, il y a certaines personnes à qui ça ne plaît pas souvent, et qui utilisent ce fait-là pour dire que vous êtes illégal, alors qu'ils savent très bien que vous êtes déjà légal de par la légitimité que la popularité vous donne. Mais pour eux, le choix de la population ne compte pas. C'est le choix des maîtres, des patrons, des bailleurs de fonds. C'est ce choix qui compte. Aujourd'hui, si vous voulez être souverain, donc, vous devez limiter le taux d'endettement, comme ce qu'Alassane Ouattara fait. Même si vous êtes endetté, endettez-vous chez les bailleurs du fonds nationaux. Mais ce n'est pas fait. Vous allez trouver des pays qui se composent aux États-Unis d'Amérique, disent que les États-Unis d'Amérique sont le pays le plus endetté au monde. Et pourtant, en réalité, eux, ils vont s'endetter chez qui? Ils ne s'endettent pas chez vous. Ils s'endettent chez leurs propres enfants. Ils s'endettent chez leurs propres hommes d'affaires. Et c'est pareil. Un papa qui s'endette chez ses enfants à la maison, et vous qui êtes endetté chez le voisin à l'extérieur.
C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Vos enfants auront, c'est-à-dire, ne vont jamais vous pointer l'arme sur la tête pour ramasser leur argent. Ils ne peuvent pas le faire. Mais par contre, le voisin, ça ne va pas. S'il ne mange pas chez lui, il sera prêt à faire la guerre pour ramasser son argent. Et avec des intérêts, sous des conditions dont vous avez signé que vos descendants ne savent même pas. Faites attention. Il faut vraiment avoir raison gardée par rapport à certaines situations.